À tous. Donc, Monsieur Pirlo vient de me donner la main pour commencer. J'espère que vous voyez tous le partage d'écran. Mais écoutez, je me présente, je suis Frédéric Tellier et dans le cadre du cycle de conférence 50 nuances de douleurs et troubles neuromusculo-squelettiques, moi, je vais vous parler de la dimension psychosociale. Et tout d'abord, je vais commencer par remercier le Collège Belzic de nous donner l'opportunité de faire cette présentation. Et puis également remercier tous les collègues qui ont participé dans le cadre de notre projet Interreg à ce cycle de conférences. Alors, je suis un peu triste de ne pas vous voir et de ne pas vous faire la présentation en direct. J'aurais préféré. En plus, c'est quand même assez compliqué parce que je ne vois que l'écran, je ne vous vois pas. Donc, bienvenue pour cette présentation. Donc, vous avez pu bénéficier de la présentation de la douleur dans mon corps ou dans ma tête du professeur Laurence Ries. Hier, nous avons assisté à la présentation sur l'activité physique comme antidouleur. Et vous voyez bien qu'au final, dans tout ce projet, ce cycle de conférences qui émane du projet Interreg, en fait, on a vraiment une problématique multidisciplinaire. Et aujourd'hui, moi, je vais continuer sur les troubles physiques d'origine psychosociale. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu l'importance de la composante psychosociale, à la fois des facteurs de risque psychosociaux-professionnels, parce que c'est un peu plus particulièrement ça qui va m'intéresser, mais on va voir que forcément, ça croise avec les caractéristiques de l'individu et ses caractéristiques de vie, on va dire, psychosociale. Donc, on va croiser des éléments, ici, vous voyez sur cette petite diapositive, des aspects psychosociaux, des aspects d'ergonomie, des aspects de neurosciences, et puis également d'habitude de vie. On fera aussi référence, évidemment, à des mécanismes, enfin, un petit peu de mécanisme, je n'irai pas forcément dans le détail de la mécanistique de la douleur, je ne suis pas un spécialiste de ça. On va pouvoir traiter tous ces aspects. C'est un peu, en fait, l'état d'esprit de tout le réseau nomade, donc pour neuromusculo-skeletal disorders, qui a été mis en place par nos deux collègues ici, que vous voyez, qui sont Fabien Buisseret et Frédéric Djeric, qui, eux, vous présenteront en fait la dernière partie un peu plus dédiée à des aspects de technologie et de data sur la prise en charge, la prévention des troubles neuromusculo-squelettiques. Alors, j'ai piqué hier une diapositive à Nathalie Roussel, que j'avais présentée comme ça. Donc, vous voyez l'axe. Donc, on a commencé par les conférences avec Laurence Ries de Mons, hier Nathalie Roussel-Anvers, puis aujourd'hui Amiens, Frédéric Tellier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Amiens, si vous avez eu l'occasion de venir. Ce qui est très célèbre à Amiens, c'est notre cathédrale. On a une cathédrale gothique qui est la plus grande, en tout cas l'une des nefs les plus hautes de France, voire d'Europe. Parfois, on lit même du monde. Voilà, c'est un chef-d'œuvre de l'art gothique. Et par exemple, on a Chroma, qui est une exposition de couleurs qui sont projetées. Et c'est vraiment très, très joli. Donc, je vous recommande de venir. On a les ortillonnages que vous voyez ici. Donc, c'est des jardins maraîchers qui s'étendent sur 30 hectares, qui sont presque au cœur du centre-ville et qui sont des jardins maraîchers qui datent du Moyen-Âge. Voilà. Et puis, je suis en train de lire en même temps, globalement, les petites remarques, donc je vais essayer de parler un peu plus lentement. Et puis, on a deux personnages célèbres ici. Vous reconnaissez certainement Jules Verne, qui a vécu à Amiens de 1871 à 1905, et Emmanuel Macron, notre président de la République actuelle, qui est d'Amiens. Son père, d'ailleurs, était un de nos collègues. Il est maintenant en retraite puisqu'il est professeur de neurophysiologie et chargé des explorations du système nerveux à l'hôpital. Voilà, c'était juste pour vous donner envie de venir faire un petit tour à Amiens. Et puis, sachez qu'il y a un autre élément aussi qui est quand même très sympathique dans notre coin, c'est la baie de Somme. J'essaie de vous montrer ici avec la petite souris, mais c'est vraiment très, très joli. Et pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de venir, essayez de faire un petit tour chez nous, c'est vraiment pas mal. Donc moi, je vais vous parler des troubles physiques d'origine psychosociale. Donc, je suis professeur à l'Université de Picardie, à la faculté de médecine, et je dirige un institut national de la santé où, globalement, on propose des licences et des masters dans le domaine de la prévention des risques, de l'ergonomie, et puis également de l'ingénierie, de la rééducation du handicap et de la performance motrice, et également en prévention, éducation, santé publique. Donc, au final, cette problématique-là m'intéresse particulièrement dans le cadre de la formation de ces étudiants-là, dans le cadre de la formation des étudiants kinésithérapeutes, et puis également on intervient en formation continue auprès de certains publics médicaux. Alors pour commencer, j'en ai plein le dos. Oui, c'est une expression dont on entend souvent parler. Souvent, en fait, elle exprime le fait qu'on a vraiment marre que notre charge est trop importante. On a l'impression, la capacité qu'on va plus réussir à l'assumer, et au final, cette expression se traduit également souvent, pourquoi j'en ai plein le dos, parce qu'elle peut se traduire également par des douleurs
des douleurs au niveau du dos. Et donc, quand j'ai écrit cette expression-là sur Internet, on tombait sur le chat. Et donc, c'est un petit clin d'œil à nos amis belges, puisque vous avez traversé la frontière pour venir écouter cette présentation. Et je vous remercie grandement. Donc, après vous avoir expliqué un peu, donné une petite définition des troubles neuromusculo-squelettiques, on essaiera d'aller vers l'approche biopsychosociale. Je préciserai les facteurs de risque psychosociaux associés. Et au final, pour l'ensemble de toute façon de la présentation, ce que je vais essayer de faire, on va partir d'un cas concret, d'une petite interview d'un infirmier qui était atteint de lombalgie et qui va nous servir comme ça de fil conducteur et de fil rouge. On parlera de l'éthiopathogénie psychosociale, c'est-à-dire là des mécanismes à la fois à l'origine et des mécanismes de la physiopathologie globalement de ces troubles et comment justement ces facteurs psychosociaux interviennent, pour terminer sur l'évaluation et évidemment l'action. Comment peut-on faire? Et là, pour ça, il faut évidemment bien comprendre l'ensemble des mécanismes. Donc voilà les 4 grandes parties que je vais vous présenter. Alors, les troubles neuromusculo-squelettiques. Alors d'abord, je vous avouerai que moi, j'ai toujours parlé de troubles musculo-squelettiques, même si on sait que le terme n'est pas tout à fait juste et qu'il est employé de toute façon dans la communication au grand public. Et quand j'ai commencé à travailler avec les collègues du groupe Nomade, en fait, les collègues parlaient de neuro. Et effectivement, pourquoi on parle de troubles neuromusculo-squelettiques? Alors évidemment, ça fait référence à des affections, à des dysfonctionnements qui ont touché l'appareil locomoteur et donc le mouvement. Et neuro, parce qu'on a évidemment souvent en fait, un dénominateur commun qui est la douleur. Donc, ces affections, enfin, moi, je suis venu à m'intéresser à ces affections par le monde du travail. Et c'est vrai que dans le monde du travail, dans le monde professionnel, on a de nombreuses affections périarticulaires liées aux gestes répétitifs. On parle également de pathologies multifactorielles à composante professionnelle. Donc, moi, je vais avoir une tendance à prendre cette focale un peu des facteurs de risque professionnel et à aller étudier un peu ces troubles. Et au niveau des chiffres et des maladies professionnelles, et pour essayer de bien définir le sujet sur lequel on va s'appesantir, les troubles musculo-squelettiques, on a des données de ce qu'on appelle, nous en France, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, donc les données de la sécurité sociale, les données de maladies professionnelles. Et au final, quels sont les troubles que l'on entend par troubles musculo-squelettiques? On parle de tendinite. Donc là, vous avez par exemple la tendinite de la coiffe de la rotateur au niveau de l'épaule. Des épicondylites, de façon un peu plus commune, on parle parfois de tennis elbow. Donc là, ce sont des inflammations des tendons. Alors évidemment, on peut aussi avoir d'autres tendinopathies, mais là, dans le cadre des maladies professionnelles, ce sont celles-ci qui sont reconnues. On peut avoir également, par exemple, au niveau des genoux, des structures qu'on appelle des bourses synoviales qui protègent les tissus un peu plus mous et donc ils peuvent s'inflammer, ça forme ce qu'on appelle des bursites, et quand elles s'enquistent, on parle d'hygromas. Donc ce sont des déformations, des kystes qui vont se mettre en place au niveau de ces bourses de protection. Et puis on a également des atteintes du système nerveux. C'est le cas, par exemple, du syndrome du canal carpien, avec une atteinte du nerf médian dans son passage dans le canal carpien et avec tous les troubles sensitifs et moteurs qui peuvent y être associés. Et puis, pour terminer là, évidemment, un sujet qui va nous intéresser, l'ensemble des troubles neuromusculo-squelettiques vont nous intéresser, mais j'ai essayé de faire un focus un petit peu sur les lombalgies. Et là, pour le dos, donc, on a ici, dans la reconnaissance des maladies professionnelles, uniquement ce qu'on appelle une partie des lombalgies, qui sont des syndromes radiculaires qui vont être reconnus, et donc toutes les pathologies qui sont liées, dont vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler, qui sont des hernies discales qui vont provoquer des irritations au niveau des racines rachidiennes, des racines nerveuses rachidiennes au niveau lombaire. Ce que je voulais attirer votre attention sur le fait que les chiffres que vous voyez ici sont des chiffres de reconnaissance de maladies professionnelles. Donc, c'est vraiment le haut de l'iceberg et il faut que ça rentre dans des dénominations. Il y a 3 colonnes, en tout cas en France, il y a 3 colonnes, donc c'est très particulier. Ça veut dire par là que vous voyez que pour le dos, on pourrait estimer que ce n'est pas un vrai problème. Mais au final, ça, ce sont qu'un type de pathologie. Or, la plupart des lombalgies auxquelles on va s'intéresser et auxquelles moi je vais m'intéresser dans la suite de mon discours et qui concernent également des pathologies qui intéressent le milieu professionnel et dont les facteurs de risque professionnel sont bien identifiés dans la littérature, mais qui sont
pour autant qu'ils ne sont pas reconnus en tant que maladies professionnelles, sont des lombalgies qu'on appelle non spécifiques. Donc, ces lombalgies non spécifiques n'ont pas d'étiologie particulière connue, elles vont être caractérisées par des symptômes, ce ne sont pas des pathologies en tant que telles, elles sont caractérisées par des douleurs qui vont affecter principalement, comme c'est écrit ici, la partie inférieure de la colonne vertébrale. Et donc, dans 85 à 90% des cas, au final, ces lombalgies sont des lombalgies non spécifiques. Voilà, alors si on essaie un peu de donner un peu les enjeux socio-économiques, je ne vais pas vous asséner trop de chiffres, mais là, je voudrais juste, parce que souvent, en tout cas pour les publics que je rencontre, c'est important d'essayer d'engager, en tout cas en entreprise, et pour les publics, les acteurs de la prévention sur le terrain, mais également, ça peut être intéressant, évidemment, je pense, pour tous les acteurs de santé de façon générale. Il y a de vrais enjeux, non seulement évidemment de santé, mais il y a des enjeux économiques et des enjeux sociaux. Juste une petite remarque, on a fait une petite vidéo, avec une collègue, une étudiante, Léa Delomé, sur les enjeux socio-économiques des lombalgies. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, mais globalement, en tout cas en France, ça a été un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile pour trouver des données. En tout cas, en Belgique, ce n'est peut-être pas tout à fait le même système de réparation. Mais les troubles musculo-squelettiques, l'ensemble des troubles musculo-squelettiques qui sont reconnus officiellement, représentent 88% des maladies professionnelles. Ces troubles musculo-squelettiques dans leur ensemble, c'est la première cause d'absentéisme au travail, en tout cas pour raisons professionnelles évidemment, représentent 30% des arrêts de travail et 45% des TMS qui ont été reconnus entraînent des incapacités permanentes, avec un coût direct de 21 300 €. Ça, c'est juste le coût direct, parce que si on y ajoute les coûts indirects liés à la gestion de l'absentéisme, aux difficultés de production, d'organisation dans l'entreprise, les études socio-économiques sur le sujet révèlent qu'on est à un facteur 4, facteur 10, c'est-à-dire 4 fois ce coût direct. Pour ce qui concerne des lombalgies, de façon générale, alors, les lombalgies non spécifiques, enfin les lombalgies de façon générale, le taux de prévalence est de 84%. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, elle représente 6 à 8% des maladies professionnelles, donc c'est vraiment une petite portion, mais je le répète, ce ne sont qu'un type de pathologie, ce n'est pas l'ensemble des lombalgies non spécifiques. Donc vous voyez, c'est toute la problématique qui est l'ambiguïté de notre système de réparation. Et elle représente 20% des accidents du travail et la première cause d'incapacité avant 45 ans. Vous voyez que là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'ampleur du phénomène, évidemment, est à prendre en considération. Et le coût direct, là encore, le coût de prise en charge, qui va être imputé ensuite à l'entreprise dans la plupart des cas, et c'est un coût uniquement moyen, est de 44 000 €. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous dresser un peu ces enjeux socio-économiques. Et maintenant, on va passer, puis vous définir un peu ce que sont les troubles neuromusculo-squelettiques et le sujet sur lequel moi, je vais essayer de vous expliquer un peu l'impact de la composante psychosociale. Bien souvent, on parle principalement, en tout cas les acteurs que j'ai en face de moi, imaginent toujours les lombalgies, les troubles musculo-squelettiques liés à une charge physique de travail, liés à des contraintes liées au travail et liés à un impact vraiment physique avec des lésions. Or, ça c'est un élément important, mais il y a toute une dimension de nature psychosociale qui est souvent sous-estimée et qui pourtant doit être considérée. Mais comme nos formations sont des formations sciences et sciences dures, on a tendance à laisser tomber un peu ces éléments-là, et donc je vais essayer de vous les expliquer. Alors justement, pour les expliquer, je vais partir d'une petite vidéo d'un entretien. Donc c'est un infirmier qui est atteint d'une lombalgie, c'est un entretien qui a été fait l'année dernière. J'ai dû couper un peu l'entretien parce qu'il était plus long, donc on l'a réussi, on l'a mis en place avec des étudiants de master, et vous allez voir, c'est un infirmier qui va nous expliquer tout simplement, il est atteint de lombalgie et il va nous expliquer globalement ce qui se passe, et je reviendrai, en fait, j'utiliserai donc ce petit interview qui va durer 5 minutes. Donc je vous demande juste peut-être, si vous avez l'occasion et si vous en avez l'envie, de lister un peu les facteurs psychosociaux qu'il va évoquer. Et vous verrez, ensuite, on essaiera l'ensemble de ces facteurs, de les répartir dans 3 catégories. Donc, si jamais vous avez l'occasion de le faire, je vous propose, en tout cas, je vous invite à effectuer de façon attentive ce petit travail. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Jean-Paul, j'ai 26 ans et je suis infirmier dans un centre hospitalier universitaire depuis 4 ans. Et depuis 1 an maintenant, je travaille dans un service d'oncologie. Ressentez-vous des douleurs dans le cadre de votre activité professionnelle ou qui seraient en lien avec celle-ci?
Ah oui, j'ai souvent des épisodes de lombalgie. Donc, au début de mon activité professionnelle, j'ai cru que c'était la mauvaise manutention des patients, au niveau des postures, donc, que j'adoptais une mauvaise ergonomie. Donc, j'ai un peu travaillé dessus et la douleur est partie au bout de quelques jours avec l'aide d'anti-inflammatoires. Mais maintenant, bon, j'ai des épisodes douloureux qui surviennent de plus en plus fréquemment. Enfin là, par exemple, depuis le début de l'année, ça fait déjà 2 fois que j'ai dû me mettre en arrêt. Et avant l'exercice de votre métier d'infirmier, vous aviez déjà souffert de lombalgie? Non, non, jamais. Vous dites donc que vous ressentez une aggravation depuis un an. Quelles en sont les causes d'après vous? Comme je vous l'ai dit, j'ai d'abord cru que c'était la mauvaise manutention de patients. Et après, j'ai essayé d'adopter de bonnes postures et j'ai cherché avec mon médecin traitant, puisque la douleur revenait au point que j'avais des douleurs sans même solliciter mon dos. Et donc, on a déduit avec lui que c'était certainement dû au stress au travail. Donc, à cause, par exemple, de la charge du travail élevée. Après, il faut savoir que je ne suis pas un cas isolé au sein de mon équipe. Hein. Les arrêts de travail se multiplient et c'est un vrai cercle vicieux puisque on récupère la charge de travail des autres. On a vu partir des collègues aussi ces dernières années qui étaient parmi les plus expérimentés, enfin, des personnes sur qui on pouvait compter. Et est-ce que vous pensez que le stress est un facteur de risque alors de lombalgie? Oui, je pense que c'est possible. Hein. On travaille toujours dans des conditions difficiles. On nous demande de travailler dans un laps de temps toujours plus court. Et les gens ne se rendent pas compte qu'on est fatigué. Hein. Donc être stressé comme ça, c'est tout le corps qui finit par payer. Et pour vous, alors, outre le fait de travailler plus vite, donc d'avoir une grosse charge, il y aurait d'autres facteurs qu'on appelle psychosociaux qui pourraient générer et qui pourraient être source de stress dans votre travail? Oui, je pense qu'il y en a plein. Enfin, c'est le manque de temps, notamment de s'occuper des patients correctement. Donc, concrètement, on a de moins en moins de temps pour s'occuper des patients, alors que la demande des patients, elle est là et elle augmente. Parfois, c'est ce point que j'ai l'impression d'avoir perdu toutes les valeurs qui m'ont poussé à faire ce métier. Et puis après, il y a aussi le fait qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur dans notre métier, je dirais, parce qu'on n'est pas forcément écouté. Donc, on participe peu, voire pas, en fait, à la prise de décision. Au point, des fois, j'ai l'impression qu'on a un peu des pions, puisqu'on n'a même pas de contrôle sur notre propre travail. Et puis au niveau de l'équipe, ça se passe comment alors au final? Vous arrivez à vous soutenir, à vous aider? Au sein de l'équipe, l'ambiance se dégrade, c'est-à-dire qu'on a moins de temps à discuter, les coups de main sont de moins en moins fréquents et spontanés. Et vu que la pression est sur tout le monde, c'est un peu chacun pour soi, quoi. On ne peut pas compter les uns sur les autres. Donc on se demande toujours si on va y arriver. Et depuis quelques temps aussi, il y a même des tensions entre les équipes du matin et du soir, parce que certaines tâches n'ont pas été effectuées, que les informations ont été mal ou voire pas transmises, faute de temps. Après, il ne faut pas oublier qu'on est toujours face à des personnes qui ne vont pas bien. Et pour vous, donc, au quotidien, quelles sont les conséquences de ces douleurs? Le plus difficile, je dirais, c'est le regard des autres, particulièrement au sein de l'équipe. Moi, je suis quelqu'un de jeune, j'ai 26 ans. Pour les autres, c'est pas normal d'avoir mal au dos. Donc, ils vont penser que je me trouve des excuses, entre guillemets, pour moins travailler. Donc, de ce fait, je fais très attention à l'image que je renvoie. Et au point de. Je fais très attention, en fait, au risque de lombalgie. Et parfois, c'est limite à en devenir parano. On ne vit plus, on pense qu'à ça, on n'a juste pas envie d'avoir mal. Après, bien sûr, ça pourrait être un handicap plus tard, hein, puisque moi, je veux continuer à être infirmier et je ne vois pas ce que je pourrais faire si je ne peux plus exercer à cause de ma lombalgie. Donc, au sein de mon avenir au sein de l'hôpital, je suis en train de me poser des questions. Et puis sur le plan, donc là, c'est le plan professionnel, et sur votre vie personnelle, il y a des retentissements? Oui, bien sûr. Après, au niveau professionnel et familial, eux, ils ne sont pas trop du métier, ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc, ils vont parfois dire que je me plains pour rien. Et ça, c'est assez frustrant. Donc, j'évite d'en parler. Après, par exemple, quand ils vont faire une activité, moi, je préfère rester chez moi et me reposer. Parce que j'ai trop peur que la douleur revienne. En fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc là, on vient de parler, vous voyez, de cet entretien. Là, dans le cadre de cet entretien, donc j'ai dû le couper un petit peu parce qu'il était plus long et là, déjà, les 5 minutes étaient peut-être un peu longues. Et vous voyez qu'au départ, il nous parle du modèle qu'on peut
auquel on peut faire référence, qui est un modèle très biomécanique, où on a une charge physique, on a un risque physique qui est lié à la mobilisation des patients et qui peut générer un trouble musculo-squelettique. Et puis très vite, dans son discours, en fait, il va dériver vers le stress et vers les risques psychosociaux. Et au final, ces risques physiques comme ces risques psychosociaux peuvent impacter et participer, être impliqués, en tout cas être associés aux troubles musculo-squelettiques. Et selon le modèle de l'OMS de MEC10 également, on a cet effet aussi d'interaction, c'est-à-dire que globalement, on peut avoir des risques psychosociaux qui vont potentialiser les effets du risque physique. On parle même d'effets synergiques, c'est-à-dire que ces effets liés à l'association de ces deux facteurs seraient supérieurs à la somme des effets de chaque élément, risque physique et risque psychosociaux. Donc, si on essaie de tenir compte, en tout cas dans le cadre d'une approche un peu de prévention des risques professionnels et de l'ensemble de ces éléments-là, il faut, vous voyez, qu'on essaie d'évoluer vers un modèle qui sera multidimensionnel, où on a à la fois l'individu et à la fois l'environnement, son environnement physique, son environnement psychosocial. Donc, au final, ces deux dimensions, on va voir qu'il y a plusieurs caractéristiques qui doivent être prises en compte, et ce n'est pas simplement une charge, en fait, un modèle physique, biomécanique où une charge va générer une lésion avec une douleur. On va s'apercevoir que parfois, évidemment, on ne trouve pas forcément de lésions tissulaires organiques et que globalement, la plupart des études épidémiologiques globalement montrent que les niveaux d'incidence, de prévention, bref, la relation entre ces facteurs-là, en fait, ne peuvent pas être expliqués uniquement par une charge physique et biomécanique, quand bien même celle-ci, évidemment, existe dans le milieu professionnel et dans le milieu privé. Et donc, globalement, si on commence à élaborer un peu ce modèle, en physiologie du travail, en physiologie appliquée, on a un modèle qui s'appelle contrainte, astreinte et impact santé. Alors, c'est quoi? Au final, on subit tous, globalement, quand on est dans un même environnement, les mêmes contraintes. De façon objective, on peut être exposé à des vibrations basse fréquence. On peut être exposé, comme là, Jean-Paul, notre infirmier, à la manutention, la mobilisation de patients et donc manutention de charge. On a également un gros problème également avec tout ce qui concerne, hier, Nathalie Roussel nous a bien expliqué la problématique de l'inactivité physique et de, quelque part, la sédentarité également au travail, même si c'est deux notions un petit peu différentes. Et puis, on a les facteurs psychosociaux. Donc, on peut tous être exposés à ces facteurs-là. Après, en fonction de nos caractéristiques individuelles, et on va le revoir dans le modèle biopsychosocial, au final, ces contraintes vont générer une réaction et une astreinte. Et là, le modèle devient beaucoup plus compliqué parce qu'on va avoir une variabilité interindividuelle extrêmement importante de la réaction de l'organisme, des réactions psychologiques et physiologiques qui vont être différentes en fonction de l'individu et qui pourront ou non générer un impact santé. Et donc, moi, ce qui m'intéresse en fait dans mon discours, c'est de regarder un peu cet impact de ces facteurs psychosociaux en fonction des caractéristiques des individus et d'essayer de comprendre comment ceux-ci peuvent avoir un impact sur être associés aux troubles neuromusculo-squelettiques en général. Et si on regarde donc l'approche biopsychosociale et un modèle qui est le modèle de Hardvickson, et Hardvickson dans Lancet en 2018 a synthétisé un peu l'ensemble des facteurs, mais au final, on a les facteurs sociaux, et là, vous voyez, il relève la charge physique de travail, comme on a pu l'évoquer avec Jean-Paul. On reviendra également sur le niveau d'éducation faible tout à l'heure, le système de compensation insatisfaisant, l'insatisfaction de façon générale au travail, c'est pour les facteurs sociaux. Sur les facteurs psychologiques, Hardvickson évoque, comme on en a discuté hier avec Nathalie Roussel, le catastrophisme, les croyances peur-évitement, c'est-à-dire que vous allez avoir une représentation et vous allez avoir peur du mouvement parce que vous avez des douleurs, et puis la dépression, un élément sur lequel également je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc, on a facteurs sociaux, facteurs psychologiques et puis des facteurs individuels qui ont été identifiés, tels qu'un indice de masse corporelle élevé, donc le surpoids, l'exposition au tabac, et puis on retrouve également la sédentarité. Et donc, dans le reste de mon discours, ce que je souhaite voir avec vous, c'est comment des facteurs de risque psychosociaux. Et là, vous voyez, je mets entre parenthèses de risque, parce que vous allez voir que ces facteurs de risque sont aussi des facteurs de ressources. Voilà, c'est pas forcément, ils peuvent être vus de façon négative comme de façon positive pour la santé. Et on va voir comment ces facteurs de risque psychosociaux, moi je vais les aborder d'un point de vue professionnel, mais on pourrait les retrouver également dans notre milieu de vie privée, comment ceux-ci, en fonction des caractéristiques psychologiques et de la richesse, la qualité du lien social des individus, vont modifier la biologie, la physiologie, et comment cela peut avoir aussi un impact, évidemment, sur son association avec les troubles neuromusculo-squelettiques.
Donc, je ne vais pas développer ces éléments-là de façon plus précise, puisqu'on va de toute façon les voir juste après dans le cadre de la poursuite de ma présentation. Donc maintenant, une fois qu'on a compris un peu ces éléments-là d'articulation et de modèle général biopsychosocial, je voudrais rentrer vraiment là dans le vif du sujet et vous présenter quels sont les facteurs psychosociaux qui sont associés. Et là, le terme associé est important parce qu'au final, il n'y a pas forcément de relation directe. Je reviendrai dans la partie 3 sur ces éléments-là. On a vraiment une association. Il va falloir essayer de comprendre la mécanistique. On le verra par la suite. Comme on parle de facteurs psychosociaux depuis tout à l'heure, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet et tout de suite voir, par rapport à la vidéo, vous savez, à notre entretien de l'infirmier, je vous avais demandé de lister. Mais écoutez, si on reprend un peu la liste des facteurs psychosociaux qui sont vécus par Jean-Paul, excusez-moi, eh bien, en gros, on peut les regrouper. On peut les regrouper sur l'item charge de travail, donc sur la catégorie charge de travail. Donc, on a les exigences quantitatives, le manque de temps, la pression temporelle. Bien souvent, la charge de travail, elle est liée à la fois une quantité, une complexité, une diversité, mais avec un rapport au temps qui est difficile. Et Jean-Paul évoque également un autre élément qui est l'absentéisme et l'effectif, qui va, là aussi, c'est un cercle vicieux, qui va générer une charge importante. Et des gestes techniques qui sont faits de plus en plus rapidement. Il évoque un autre élément qui va concerner le fait de ne pas avoir de contrôle également. Donc là, vous retrouvez plus différents items. Ces différents items évoquent quoi? Évoquent que globalement, il estime, en tout cas il perçoit, il évalue la situation de la façon suivante. Il estime qu'il a un faible contrôle sur le travail. À un moment donné, il vous dit même, en fait, on n'est que des pions, on ne participe pas, on ne collabore pas aux décisions. On a le sentiment d'être de simples exécutants. On n'a pas ou peu de marge de manœuvre. Ça, c'est le deuxième élément important. Troisième élément qu'il évoque, troisième catégorie, alors évidemment, il en a évoqué d'autres, mais globalement, si on essaie de les serrer, de les mettre en catégorie, de les structurer, il parle du soutien. Ah oui, le soutien, c'est le soutien socio-professionnel avec un soutien qu'on peut qualifier d'affectif au sens des échanges, au sens de l'écoute, et puis au sens de l'ambiance. Et puis, il y a le soutien également professionnel avec est-ce que je peux demander, est-ce que je peux avoir, est-ce que le collectif il est là, utile pour donner tout simplement de l'aide quand ça devient difficile. Et là, à un moment donné, vous voyez, il explique que globalement, les plus expérimentés qui donnaient un coup de main, c'est même lui qui le dit à un moment donné, les plus expérimentés sont partis. Donc au final, on se retrouve avec là un modèle qui est relativement bien connu. On vient de caractériser pour Jean-Paul le modèle de Karasek. Le modèle de Karasek, en fait, va essayer d'évaluer la charge de travail, ce qu'il appelle la demande psychologique, le contrôle, c'est-à-dire la latitude décisionnelle, c'est Karasek qui l'évoque comme ça, et le soutien. Évidemment, si vous avez une forte charge, un faible contrôle et un faible soutien, vous vous trouvez dans une situation évidemment qui peut être compliquée. Alors, si on regarde maintenant la littérature pour essayer de voir un peu, excusez-moi, les résultats et les autres facteurs qui peuvent exister dans d'autres structures ou d'autres pays, il fallait regarder dans la littérature et j'ai pris les travaux les plus récents. En fait, je ne me suis pas embêté. Les travaux qui vont être publiés en 2022. Dans une étude, là, qui est une étude espagnole, ils ont interrogé pratiquement 2000 personnels de santé et ils ont essayé d'estimer, vous voyez, tous ces facteurs de risque. Et là, alors, on se retrouve avec un rythme de travail élevé, une charge de travail élevée pour globalement entre 39 et 50%, 55% d'entre eux. Pour le contrôle sur le travail, on s'aperçoit qu'il est plutôt perçu de façon négative pour 25% d'entre eux. Et pour ce qui concerne le soutien, alors vous voyez, on a le soutien des collègues, le soutien hiérarchique, on va situer autour de 29-56%. Bref, vous voyez que globalement, ce qu'on a évoqué là pour Jean-Paul, là je vous donne juste une illustration d'un papier, mais on a une littérature qui est assez pléthorique, particulièrement chez les soignants, on retrouve ce type d'éléments. Alors, évidemment, quand même, soyons vigilants, ça va être relativement en fonction du pays, de la culture, mais même en France, parce que nous, on forme également les cadres de santé ici, et donc ils choisissent leur mémoire. Et leur mémoire font souvent, l'objet en tout cas, s'intéresse souvent aux facteurs, puisqu'ils vont être des managers, ils s'intéressent pas mal aux facteurs psychosociaux, au stress au travail. Et globalement, en tout cas, l'expérience, pas que la littérature scientifique, mais on retrouve souvent cette difficulté sur la charge de travail, sur le contrôle de travail, ça c'est également
évoqué. Par contre, l'un des points souvent positifs dans les situations qui est évoqué, c'est le soutien en fait, entre collègues. Voilà, ça, c'est quelque chose qui semble extrêmement important et qui semble tempérer un peu les autres items qui peuvent être beaucoup plus négatifs. Et si on regarde l'impact de tous ces éléments, en tout cas la relation avec les troubles neuro-musculo-squelettiques, dans le prolongement de l'étude que je viens de préciser, là encore, étude relativement récente puisqu'elle va être publiée en 2022, et bien, si on regarde sur l'axe des abscisses ici, vous avez un environnement psychosocial qui est de plus en plus défavorable, donc avec le premier quartile, donc les premiers 25%, et puis un environnement faiblement défavorable, moyennement et très élevé. Et là, on voit tout de suite, vous voyez, donc globalement, on va passer de globalement 50% à 73% des interviewés. Donc dans ce papier, dans cet article, il y avait 570 personnels de santé qui étaient dans le domaine de la pédiatrie. Et on a une augmentation au final de 30% de la survenue de troubles neuromusculo-squelettiques dans l'année qui précède cette étude. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont interrogé, ils ont demandé est-ce que dans l'année qui précède, vous avez été affecté au moins une fois par mois par une plainte, une douleur, un trouble neuromusculo-squelettique, donc on peut parler plutôt de musculo-skeletal disorders uniquement, qui touchaient, donc ils se sont intéressés particulièrement aux cervicalgies, aux douleurs au niveau des trapèzes, des épaules et puis au niveau des lombalgies. Et là, on voit en tout cas, pour vous illustrer un peu le discours, qu'on retrouve encore une augmentation relativement importante à partir du moment où vous vous trouvez dans des situations psychosociales défavorables. Donc, que dit la littérature? Parce que je suis parti du cas de Jean-Paul. Je vous donne des illustrations de données scientifiques sur, au final, un état des lieux des facteurs psychosociaux dans le milieu de la santé. Et bien, à partir de là, évidemment, il faut aussi regarder des analyses de revues de la littérature scientifique. Et alors, pour revenir, excusez-moi, parce que là, je vois qu'il y avait une question également sur le modèle. Le modèle, je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est un modèle relativement connu sur le stress au travail, qui est le modèle de Karadsek, mais j'en reparlerai juste après. Donc là, revenir sur la partie là, des travaux et des synthèses de travaux, je suis parti d'un rapport, d'un rapport d'une équipe suédoise menée par Lundberg. Et Lundberg a fait un travail très intéressant sur les 30 dernières années. C'était en 2015, sur les 30 dernières années, il a épluché toute la littérature scientifique et il a essayé de prendre des articles de très bonne qualité scientifique sur le plan de la méthodologie, avec des études longitudinales, des études prospectives, avec une multiplicité aussi des facteurs de risque et des situations professionnelles. Et au final, il arrive à la conclusion suivante, et on va retrouver globalement les mêmes éléments, il retrouve une association positive entre certains facteurs psychosociaux, facteurs de risque psychosociaux au travail, qui sont les fortes exigences, faible contrôle, le faible soutien social, les conditions de travail stressantes. Alors, je n'aime pas beaucoup ce terme-là parce que ça dépend de ce que l'on met dedans. Et puis, d'autres éléments qui sont les faibles opportunités, les perspectives de carrière et l'insatisfaction générale au travail. Donc, il met en avant une association positive entre, quand je dis positive, c'est également dans le même sens, c'est-à-dire plus ces facteurs sont négatifs, et plus, globalement, vous avez plus ces facteurs sont associés à la survenue, ou en tout cas à la chronicisation également des lombalgies, qui sont impliqués dans cette relation-là. Ce que Lundberg met en évidence, qui est intéressant, c'est que ces facteurs de contrainte sont aussi des facteurs de ressources. Parce que globalement, quand vous avez un fort niveau de contrôle, quand vous avez fort soutien social au travail avec les collègues et les managers et un niveau important de satisfaction au travail, mais au final, vous avez moins de problématiques de lombalgie qui sont évoquées dans ces milieux-là. Vous voyez, ces facteurs de contrainte sont également des facteurs de ressources. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Donc là, moi, j'ai voulu prendre le travail de Lundberg, mais là aussi, les recommandations, et j'aurais pu vous faire toute la liste des facteurs psychosociaux avec les niveaux de preuve. En tout cas, pour les niveaux de preuve élevés, on retrouve globalement ces éléments-là. Et à tel point qu'il y a des recommandations pour les praticiens de santé, pour principalement les médecins et puis les kinésithérapeutes. Enfin, on parle de kinésithérapeutes en France ou de physiothérapeutes chez vous en Belgique, si je ne dis pas de bêtises, mais que globalement, pour leur prise en charge, on s'aperçoit que les critères et les indicateurs les plus pertinents d'un risque de passage à la chronicité, et c'est bien là le problème, si vous subissez un trouble une fois,
ça va. Mais globalement, s'il y a une chronicisation, une aggravation de ce trouble, c'est là où la problématique est importante. Et donc, en tout cas, pour ce qui concerne les recommandations de la HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, ils ont émis ce qu'ils appellent les drapeaux jaunes. Et dans ces drapeaux jaunes, en fait, ils précisent des indicateurs psychosociaux qu'il va falloir essayer d'évaluer pour justement préciser un peu ce risque de passage à la chronicité. On retrouve les problèmes émotionnels, on retrouve des attitudes et représentations inappropriées, les comportements douloureux et la satisfaction professionnelle. Vous voyez, j'ai simplement mis également en gras ce que l'on a retrouvé, vous savez, dans la discussion avec Jean-Paul tout à l'heure, parce qu'il vous dit, voilà, il parle du stress. J'aurais pu également souligner les retraits des activités sociales, parce qu'il le dit en termes d'impact. Il parle également qu'il en devient presque parano. Il évite également, il réduit un peu son activité physique, puisqu'il n'a même pu sortir avec sa famille. Et puis, il a évidemment évoqué l'insatisfaction qu'il pouvait éprouver au niveau professionnel, puisqu'il estime ne plus pouvoir faire correctement et apporter le soin qu'il souhaiterait aux patients. Les autres éléments qui sont à prendre en charge par les praticiens de santé, ce sont les facteurs pronostiques qui vont être liés globalement au risque d'incapacité de travail ou d'obstacle au retour au travail. On sait que le retour au travail et le fait de pouvoir travailler est un élément extrêmement important également dans le processus de soins. Et là aussi, le praticien doit être en mesure, quelque part, d'évaluer si la charge physique est élevée au travail, s'il y a une forte demande. Vous voyez, on va retrouver les mêmes éléments, la forte demande au travail, le faible contrôle, le manque de capacité à modifier son travail, le manque de soutien social, tous ces éléments qui sont potentiellement négatifs et qui, globalement, prédisent une évolution qui n'est pas forcément favorable. Donc, globalement, là, on vient d'identifier un peu, au travers de l'exemple de Jean-Paul et de la littérature, les facteurs psychosociaux. Je crois que là aussi, on peut essayer de synthétiser et de voir, en tout cas, c'est ce que nous propose dans le modèle Areas of Work-Life de Buruk en 2019. Il nous précise que globalement, en tout cas, dans son papier, il faut peut-être élargir, qu'il y a peut-être d'autres facteurs qui n'ont pas été pris en compte. Et donc, si j'essaie un peu d'aller dans son sens, donc, tout à l'heure, je vous parlais de Karacek. Il y a donc le modèle de Karacek, c'est ce qu'on voit ici avec les exigences, le contrôle, le soutien que l'on vient d'évoquer. Il y a le modèle de Zigris qui est bien connu, qui est le modèle lié à la reconnaissance, mais qui est lié aussi à l'investissement de l'individu. Il y a le modèle de l'injustice organisationnelle, qui là fait référence plutôt à l'équité. Puis j'aurais pu rajouter aussi l'hostilité, les problématiques de conciliation de vie professionnelle et de vie privée. Au final, je pense qu'il faut essayer en fonction des caractéristiques de l'individu, de ses valeurs, de son investissement, de son niveau d'équité, de voir ces facteurs psychosociaux comme un modèle d'ajustement en fait, entre l'individu et son environnement psychosocial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... J'essaie de faire passer comme message, c'est qu'il n'y a pas de valeur absolue. Ce qui est important, c'est quelles sont les attentes de l'individu et est-ce que son environnement psychosocial répond à ses attentes. Est-ce qu'il est en harmonie quelque part avec son environnement psychosocial? Donc moi, j'ai plutôt évidemment focalisé sur la partie professionnelle, de l'activité professionnelle, mais on peut aussi s'y intéresser dans le domaine de la vie familiale, de la vie privée et autres. Donc, une fois que ces facteurs sont précisés, maintenant, je vous propose de regarder un peu les mécanismes. Moi, je suis physiologiste au départ, et donc ce qui m'intéresse quand même, c'est d'aller comprendre comment tout ça se met en place, comment la dimension psychosociale, comment elle était liée aux mécanismes pathologiques qui peuvent amener justement à ces problématiques de troubles neuro-musculo-squelettiques. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette problématique, à essayer de comprendre, au final, j'ai essayé de mettre en place un petit modèle et en cherchant dans la littérature, je suis tombé sur un modèle qui était très proche de ce que j'étais en train d'essayer, là aussi, de faire des petites cases et de faire des traits. Et c'est le modèle de Davis et Inné. Au final, dans ce modèle, vous avez ici donc, les lombalgies, avec l'inconfort, les symptômes. On retrouve ici la charge biomécanique, avec du travail exigeant, le fait d'être assis, debout, des postures inconfortables, des ports de charge lourdes, les vibrations qu'on appelle corps entier, qui sont des vibrations basse fréquence, des postures répétitives. Et puis ici, certains, en tout cas, des caractéristiques et des facteurs psychosociaux professionnels. Et en fait, ces auteurs évoquent globalement quatre types de relations avec et associées avec les low back pain, donc les lombalgies, qui sont le modèle classique de la charge physique, donc je laisserai tomber, je ne vais pas vous en parler, mais on va pouvoir parler des facteurs globalement déterminants communs, c'est-à-dire que là, on a des covariants qui vont, donc des conditions sociales de travail
plus ou moins dégradés vont générer à la fois les facteurs psychosociaux et la charge physique. On aura des effets directs ici des facteurs de risque psychosociaux et puis les effets là qui vont être liés au fait que ces facteurs vont potentialiser justement l'impact ou les caractéristiques de la charge mécanique. Donc voilà, donc à partir de ce modèle et en fait en parallèle, j'ai reconstruit le mien de modèle pour expliquer en quelque sorte aux étudiants. Et globalement, on retrouve ces 4 mêmes voies, c'est-à-dire les déterminants du travail avec la voie 1 qui vont impacter facteurs psychosociaux et charge biomécanique en même temps, je vais vous expliquer. La voie 2 avec impact des facteurs psychosociaux sur la régulation de la charge biomécanique et la gestuelle. Et puis la voie 3 qui va faire appel en fait à tout ce qui concerne la neurobiologie de la réponse au stress et qui va nous prendre un petit peu de temps et je vais vous expliquer en fait ces 3 voies. Donc je répète, je laisse de côté la voie 4 qui est la charge biomécanique, qui est vraiment des modèles très mécaniques qui expliquent comment ceux-ci peuvent générer des troubles type convulsion. Donc pour la voie 1, les déterminants du travail, là aussi, je vous propose, mais juste 40 secondes, une petite vidéo parce que vous allez voir qu'au travail, l'un des premiers facteurs de risque, à la fois physique, biomécanique et psychosocial, c'est la répétitivité. Et que cette répétitivité est souvent liée à une notion un peu plus ergonomique qui s'appelle la dépendance organisationnelle. On regarde juste 40 secondes de cette petite vidéo. Peut-être qu'on a un travail qui est moins physique qu'auparavant. Mais maintenant, c'est ce que je disais ce matin en discutant avec les collègues, c'est qu'on travaille, nous, dans les lignes, à la lumière et à la sonnette et au bruit, quoi. Et ce stress, nous conditionne et on a toujours l'impression, parce que c'est promesse client, c'est ci, c'est ça, toujours l'impression, comme on disait ce matin, déjà, dès que tu embauches, tu te sens à la bourre. Donc vous voyez, là, on se situe dans une situation très répétitive. Le temps de cycle doit être de 3 secondes. J'ai rencontré ce type de situation plusieurs fois, et de nombreuses fois encore, il n'y a pas si longtemps, dans une entreprise de viande où vous aviez des salariés qui étaient debout, vous aviez sur une ligne 15 salariés, et vous aviez des paupiètes, et les paupiètes passent, et vous avez des salariés qui doivent en fait mettre des barres de lard et qui doivent les mettre. Au final, le temps de cycle dure 3 secondes. J'ai rencontré ça également dans une entreprise de chocolat où des opératrices sont chargées de mettre des chocolats dans des cartons. Et là aussi, les temps de cycle peuvent durer entre 3 et 7 secondes. Donc, vous voyez, c'est des temps de cycle très courts. Vous imaginez que pendant 8 heures, vous restez debout en position pratiquement statique. Donc, tout l'appareil locomoteur axial est très statique et vous allez effectuer les mêmes gestes. Et là, vous êtes sous ce qu'on appelle la dépendance organisationnelle. Alors, je pourrais vous définir le terme de façon encore un peu plus précise, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez plus de contrôle sur votre rythme de travail. C'est-à-dire que c'est la chaîne, c'est la vitesse de la chaîne, c'est la vitesse de la pièce. Vous êtes dépendant, en fait, de cet élément qui est un élément automatique. Et donc, si on regarde, et ça c'est Davzi qui l'évoque en 2013, mais d'autres auteurs avaient déjà, et d'autres ergonomes avaient travaillé dessus, parce qu'au final, on s'aperçoit que la répétitivité, qui a souvent une notion très biomécanique, où on estime que les TMS sont liés à une activité répétitive qui est liée à la répétitivité, à la productivité, tout ça, évidemment, ça va générer une composante et une charge physique, ici, mais au final, la répétitivité, c'est certainement le premier facteur de risque psychosocial. Regardez sur la partie, évidemment, de la charge physique, qu'est-ce qu'on a? On a au final des mouvements répétés. Le geste devient sous contrainte de temps, donc vous ne pouvez plus générer de diversité gestuelle. Or, c'est la diversité, la variabilité des gestes qui permet de limiter l'impact d'une activité répétitive. Et là, vous ne pouvez plus, votre geste est sous contrainte. La vitesse est importante et donc on va tirer plus sur les muscles et tendons. Et on en arrive même, au final, à ce que certains auteurs peuvent appeler, d'un côté, on a une hypersollicitation des mêmes structures, et puis une notion que je trouve très intéressante, c'est l'hyposollicitation gestuelle. En fait, les TMS, parfois, ne sont pas toujours, on les évoque comme une pathologie de l'hypersollicitation, mais on peut aussi les évoquer comme une pathologie de l'hyposollicitation, de la diversité, de la variabilité gestuelle. C'est-à-dire, on fait toujours la même chose de la même façon. Et pareil, on diminue, on supprime le peu de temps de récupération. Donc ça, c'est l'impact physique. Et puis, on a un impact psychosocial. Là, vous imaginez bien. Globalement, on a toujours le sentiment qu'on ne va pas réussir à suivre. Et si jamais, à un moment donné, vous voyez, l'opérateur là, que vous voyez en train de mettre une espèce de courroie de distribution, et bien, si jamais il soupe, il ne va pas pouvoir rattraper. Et parfois, sur certaines chaînes, vous ne pouvez même pas en fait, arrêter la chaîne. Et donc, forcément, ça va créer des tensions. Et finalement, on sera obligé de l'arrêter. Et globalement, il va être stigmatisé pour ne pas avoir pu répondre correctement à la demande qui lui était faite. Donc, globalement,
relativement peu de contrôle, manque d'autonomie, monotonie de la tâche, pardon. Forcément, ce type de situation, vous êtes tout seul dans votre coin, vous êtes en répression, certains auteurs parlent de répression psychique, vous limitez les collectifs, faible soutien, et donc là aussi, en termes de perspective et d'insatisfaction de travail, c'est très compliqué. Donc là, je voulais juste que vous reteniez qu'au final, entre les troubles neuromusculo-squelettiques liés au travail répétitif et puis justement ce facteur, au final, c'est parce qu'on a le même facteur, la répétitivité, qui génère à la fois une charge physique et à la fois une charge quelque part psychosociale et un stress. Donc ça, c'est la première voie. Intéressons-nous maintenant à la deuxième voie. Regardez la deuxième voie, comment elle va fonctionner. La deuxième voie, vous subissez au travail des facteurs psychosociaux. Donc, vous allez subir un stress. Mais quand vous êtes stressé, on l'a tous vécu, globalement, si on a peur de ne pas y arriver, on va forcer plus, on va développer plus de force que nécessaire. Au lieu de serrer à 10 décanewtons, on va serrer à 12. On va adopter des postures qui sont contraignantes. On ne va pas prendre le temps de récupérer. Et au final, tous ces éléments-là, et donc ce sont des éléments qui ont été évidemment évoqués dans la littérature et étudiés dans la littérature scientifique, vous trouvez avec une augmentation tout simplement de la charge physique de travail. Donc, vous voyez bien que là encore, on a une dimension très ergonomique où les facteurs psychosociaux génèrent et se répercutent sur une charge physique. Et dernier élément également par rapport à cette voie 2, c'est qu'au final, vous allez avoir des difficultés pour réguler et pour adapter votre charge. C'est-à-dire que ces facteurs psychosociaux, quand ils sont défavorables, délétères, au final, ne vous permettent pas d'avoir de contrôle. Et si vous n'avez pas de contrôle, c'est compliqué de pouvoir réguler et adapter sa charge de travail. Et c'est la même chose au final sur le collectif. Vous voyez, cette image ne représente pas, elle représente tout simplement que si le collectif est bon, vous pouvez porter la charge et si vous avez le temps, vous pouvez la porter à 2. Quand le collectif n'est pas présent, quand l'organisation n'a pas favorisé un collectif efficace et positif, vous allez porter la charge tout seul. Et donc le risque de lésion, évidemment, et le risque. Donc là, on se retrouve un peu dans la charge, dans le modèle physique et biomécanique, mais au final, qui était lié au départ aux facteurs psychosociaux. Donc ça, c'était notre deuxième voie. La troisième voie maintenant, regardez, là, c'est la voie qui est liée au processus, à la réaction de stress et aux dimensions neurobiologiques. Donc là aussi, je vais vous mettre, vous allez voir, plutôt que de vous faire des longs discours sur la réaction de stress, je vais vous montrer 2 petits films qui vont durer à chaque fois 1 minute sur la réaction de stress et les modifications biologiques et physiologiques qui interviennent. Quand nous nous sentons menacés ou face à un enjeu important, nous sommes en état de stress. Le stress prépare notre corps à réagir. Mais il n'a pas les mêmes effets quand il est ponctuel ou quand il dure. Prenons le cas d'une situation de stress ponctuel. Il nous arrive de transpirer, d'avoir le cœur qui bat. Que se passe-t-il exactement ? Pour faire face à l'épreuve que nous percevons, notre corps sécrète des hormones. D'abord, des catécholamines. Elles apportent de l'oxygène au cerveau, au corps et aux muscles pour les mettre en action. Elles ont pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension ou encore la température du corps. Puis, les glucocorticoïdes. On les appelle comme cela parce qu'elles apportent de l'énergie sous forme de sucre, du glucose, aux principaux organes. Quand il y a assez de ces hormones dans le corps, des récepteurs situés dans le cerveau ralentissent leur production. Cette réaction de l'organisme a permis de répondre à la situation stressante. Les symptômes disparaissent. Voilà, donc ça, c'est la première partie de la réponse, c'est ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Le stress, c'est ce que Sellier, qui est l'auteur bien connu sur les mécanismes de physiologie du stress, avait bien identifié. Globalement, c'est ce qu'on appelle la fight ou la flight réponse. En fait, dans un contexte où vous avez une menace et où vous pouvez répondre physiquement, vous allez déclencher, on a tous vécu ça parce qu'il y a un chien qui nous court après ou parce qu'on a failli avoir un accident de voiture ou dans le cadre d'une épreuve sportive ou un combat ou une agression physique quelconque. Mais en final, on va provoquer une activation de ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Vous savez qu'on a le système nerveux végétatif, autonome, qui va réguler toutes nos fonctions physiologiques. Eh bien, la composante dite sympathique va s'occuper de ce qu'on appelle la réaction d'alerte et d'activer un peu certaines fonctions. Je vais revenir dessus très rapidement. Et au final, on a ce qu'on appelle, on a tous vécu ça, la décharge d'adrénaline avec la fréquence cardiaque qui augmente, la tension artérielle qui augmente, la fréquence respiratoire. Dans un premier temps,
Très rapidement, on va activer aussi un axe qui s'appelle l'axe corticotrope pour augmenter le cortisol, pour permettre quelque part de continuer un peu cette réponse et la mobilisation d'énergie, et puis pour également freiner cette réponse de stress dans un premier temps. Donc globalement, ce que je suis en train de vous dire, première partie, on a l'activation du système nerveux sympathique que vous avez ici, et qui va mobiliser, vous voyez, toutes ces fonctions-là, globalement, provoque la vasodilatation, la dilatation de la midrièse, la dilatation de la pupille, donc pour prendre toutes les informations, augmentation de la fréquence cardiaque, dilatation des bronches, donc amélioration de toute la fonction cardio-respiratoire. Là, on va libérer du glucose également dans le sang pour avoir de l'énergie, et puis sécrétion au niveau de la médullo-surrénale d'adrénaline, ce qu'on appelle les catécholamines, et donc c'est la décharge d'adrénaline qui va être importante. Tout ça pour mobiliser en tout cas et pour nous permettre de répondre physiquement à l'agression, à la menace. Cet axe, il est prolongé par la mobilisation de l'axe corticotrope avec la sécrétion d'hormones comme CRH ici. Donc, je reviendrai dessus, mais on va avoir une mobilisation d'une hormone corticotrope, corticotropine releasing hormone, au niveau de l'hypothalamus, qui va solliciter l'hypophyse avec une sécrétion d'une deuxième hormone ACTH, et puis au niveau des glandes surrénales, et ce qui nous intéresse surtout, on va avoir mobilisation, activation du cortisol. Ce cortisol va permettre de mobiliser l'énergie, de mobiliser les réserves énergétiques et de mettre le corps encore en action et de continuer l'action du système nerveux sympathique, parce que celui-ci, si on reste trop haut, on va user l'organisme très rapidement et cette fonction est beaucoup trop coûteuse. Donc, le cortisol lui permet de prolonger un peu cette action. Remarque, le cortisol, et ça va être important, a des effets anti-inflammatoires. Donc, globalement, il va permettre de limiter l'emballement du système immunitaire s'il y a des lésions qui plus est. Et puis, il a un effet important qui est un effet antalgique. Cette réponse, pour l'instant, est une réponse physiologique adaptée face à une menace. Et c'est une réponse de courte durée, ponctuelle et régulée, mais dans un contexte qui est bien particulier. Maintenant, dans un contexte psychosocial, la menace physique, elle est beaucoup moins présente. La menace, on va évaluer comme une situation qui peut porter intégrité globalement à l'individu, et au final, elle est beaucoup plus psychosociale, elle est beaucoup plus chronique. Si on reprend le cas de Jean-Paul, au final, Jean-Paul, tous les jours, il est stressé parce qu'il a beaucoup de travail, il est stressé parce qu'il ne sait pas s'il va y arriver, il est stressé parce que le soutien, le collectif de travail n'est pas présent, il est stressé parce qu'il a peut-être peur aussi d'avoir mal. Et tous ces éléments-là, en fait, vous ne pouvez pas répondre par la fight ou la flight réponse. Et donc, tout ce processus-là peut, au final, ne pas être tout à fait efficace. Et donc, que se passe-t-il quand le stress devient chronique et qu'il est psychosocial? Donc, vous avez Il arrive que la situation de stress dure ou s'intensifie. C'est ce que l'on appelle le stress chronique. Tous les jours, vous avez l'impression que ce que l'on vous demande de faire dépasse vos moyens. L'organisme fonctionne alors en sur-régime. Car pour résister dans la durée, le corps sécrète toujours plus d'hormones. Et les récepteurs qui devraient les réguler sont débordés. Le cœur, les articulations sont sollicités en permanence, ils s'épuisent. En quelques jours, apparaissent des troubles du sommeil, de la concentration. En quelques mois, peuvent survenir des maux de dos, des maladies cardiovasculaires ou encore des dépressions. Quand il dure, le stress a donc toujours un coût pour l'organisme des personnes qui le subissent, mais aussi pour l'entreprise. S'interroger sur les sources de stress au travail, c'est une des premières étapes pour le prévenir. Voilà, donc là, on est dans la deuxième phase, le stress qui devient chronique et psychosocial. Et vous voyez, on est bien ici avec le sujet qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas répondre par la fight ou la flight réponse. On risque de se trouver dans une situation, en tout cas, c'était la réaction classique par rapport au modèle qu'on appelle de Sellier, où on a globalement augmentation de la sécrétion de cortisol. Et le fait d'avoir été exposé de façon chronique, de façon répétée à ces situations presque quotidiennement, on perd la capacité au final à réguler. C'est-à-dire qu'on a normalement, on avait une régulation de cet axe corticotrope. On a ce qu'on appelle une boucle de rétroaction négative. Et vous voyez, c'est ce qui est marqué ici par la petite croix rouge. Au final, l'hippocampe, qui est une structure du système nerveux central qui intervenait là aussi pour réguler la sécrétion de ces hormones CRH et au final le cortisol, mais au final, il perd sa capacité à réguler tout ça. Et donc, on se retrouve avec un afflux de cortisol. En tout cas, dans un cas de figure,
on a une augmentation de cortisol qui va finir par avoir des effets délétères sur la santé. Une autre remarque, parce que je vais utiliser cette donnée-là ensuite, c'est qu'on a dans ce cadre de figure-là, quand on a une dérégulation, on a le CRH, donc corticotropin releasing hormone, donc l'hormone ici CRH, qui elle augmente également et qui est pro-inflammatoire et qui a des effets anxiogènes. Donc au final, dans une réponse normale, on avait un certain équilibre et qui permettait donc à l'organisme de bien fonctionner. Et petit à petit, dans le cadre chronique, dans le cadre psychosocial, on risque d'avoir des dérégulations importantes. Donc, quels sont, à partir du moment où là, je vous ai dressé en fait le tableau, on va dire physiologique de la réaction de stress dans un cadre, dans un schéma qu'on appelle classique. Donc, au final, on va avoir plusieurs voies qui expliquent comment et quel est le niveau d'association et quelles sont les relations, les mécanismes qui peuvent intervenir. Le point d'intégration, évidemment, c'est le cerveau. Vous évaluez comme une situation comme stressante, et bien, au final, on va avoir la voie qui est liée à la formation réticulée, à l'activation de la formation réticulée, la voie qui est liée à l'axe des catécholamines qu'on vient d'évoquer, et puis on reverra l'axe corticotrope avec notre cortisol. Et là, vous voyez, déjà, je vous dis qu'il augmente ou il baisse. Donc, vous voyez, ça devient un peu plus compliqué. Et la quatrième voie physiopathologique, c'est l'activation en fait, de certains médiateurs de l'inflammation, de certaines substances de l'inflammation qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on va avoir là, des substances qui vont avoir un effet plutôt pro-inflammatoire. Et ça, c'est lié là encore, à cette réponse de stress chronique psychosocial. Si je prends juste, mais je vais essayer de faire très rapide pour ne pas durer sur cette explication-là. En gros, vous êtes stressé, intégration au niveau du cerveau, activation là de ce qu'on appelle la formation réticulée. Et la formation réticulée est un élément extrêmement important qui participe en fait au contrôle du tonus musculaire. Voilà. Et au final, on va avoir augmentation du tonus musculaire, des muscles dorsolaires, augmentation de leur raideur, et donc cette augmentation de raideur va augmenter la charge biomécanique. Ce qui est particulier dans le cadre du stress par rapport à une activité physique, parce que cette formation réticulée qui participe justement à la coordination de ces contractions au tonus musculaire, c'est que là, c'est du chronique, c'est permanent. Voilà, donc il n'y a pas de phase quelque part de relâchement et de récupération. Donc ça, évidemment, augmentation de la charge biomécanique. Deuxième élément, les catécholamines. Avec le temps, une sécrétion trop élevée de catécholamines va provoquer une diminution de la perfusion et la microcirculation, particulièrement au niveau des muscles ici. Et donc, cette diminution de la microcirculation, ça veut dire que vous aurez moins d'oxygène, vous aurez moins de nutriments. Donc, forcément, vos muscles qui sont activés vont être fatigués beaucoup plus facilement. Et puis, il y a une autre structure qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a des tendons qui sont positionnés, évidemment, et qui vont servir de câbles résistants élastiques pour transférer la force. Mais ces tendons, dans la plupart des cas, sont avascularisés. Et donc, ils bénéficient de la vascularisation du muscle qui est en amont. Ce qui veut dire que là, vous réduisez non seulement la microcirculation pour le muscle en question, mais également sur les tendons. Et donc, dès qu'il va y avoir des processus de micro-lésions, les processus d'autoréparation, de régénérescence des tissus vont être perturbés. Donc ça, c'est pour ces deux premières voies. Les deux autres voies qui vont nous intéresser sont l'axe corticotrope et les cytokines. Vous allez voir qu'elles sont plus en partie liées. Je reviens juste d'abord sur les cytokines, ici pro-inflammatoires. Donc l'activation du cerveau, il est stressé, on a des cellules au niveau, donc ces cytokines sont produites par des cellules immunitaires et ils sont également produites par certaines cellules du système nerveux. Et dans ce cas-là, au final, quand vous êtes sous stress chronique, on a observé une augmentation de la production des cytokines pro-inflammatoires. Donc vous allez favoriser des processus inflammatoires qui sont liés à ce qu'on appelle ces interleukines. Et les interleukines les plus connues pro-inflammatoires sont ce qu'on appelle le TNF-alpha, l'interleukine 1 et l'interleukine 6. Voilà. Et maintenant, je vais passer un peu plus de temps sur l'axe corticotrope. Parce que là, la réponse classique que je vous évoquais, où on a une augmentation du cortisol qui va avoir des effets négatifs, parce qu'en plus, on va générer une résistance au cortisol, et donc ces effets positifs vont s'atténuer. Eh bien, depuis les années 60 maintenant, on sait que cette réponse, donc on a mis en brèche quelque part le modèle de Selye, parce que cette réponse est vraie et elle est observée quand vous êtes dans un état et dans une situation d'engagement. Et là, vous avez un cortisol élevé. Donc là, la représentation qu'on a vue, vous voyez, c'est un militaire, parce que ça a été des travaux qui ont été faits chez les militaires du Vietnam. Et on s'est aperçu que l'officier qui était en charge d'une troupe, ainsi que le radio qui avait les informations, étaient dans un processus qu'on appelle d'engagement émotionnel et qui, globalement, ils étaient engagés. Et eux, soumis à un stress,
eh bien, on a retrouvé des taux de cortisol hauts. Par contre, pour les hommes de troupe qui étaient dans une situation où ils utilisaient des stratégies de désengagement, globalement de répression émotionnelle, de déni, d'évitement, en tout cas ce type de comportement, eh bien, de façon étrange, on a observé que leur niveau de cortisol était bas. Voilà. Et au final, pour l'ensemble des situations où on se retrouve là, on va voir, il y a des caractéristiques aussi de la personnalité qui peuvent intervenir, eh bien, on s'aperçoit que le tableau physiologique ou biologique, eh bien, il est complètement différent de celui qu'on attendait sur la réaction de stress classique. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une dissociation des réactions biologiques au stress. Cette dissociation des réactions biologiques au stress, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par un niveau de cortisol bas. Ça, c'est quand même très particulier parce que ce n'est pas du tout ce qu'on attend. Un niveau de CRH élevé, et je répète, le cortisol est anti-inflammatoire. Le CRH est pro-inflammatoire, il a des effets anxiogènes. Et avec un tableau, avec une hyperactivité sympathique. C'est-à-dire que normalement, on doit avoir, dans un premier temps, une augmentation du système sympathique, mais dans un deuxième temps, cette augmentation ne doit pas perdurer, et elle doit être évidemment atténuée au cours du temps. Là, au final, on ne se retrouve pas. On se retrouve par rapport à un autre tableau, on se retrouve avec une hyperactivité sympathique. Et ça, des auteurs l'ont mis en lien de façon assez précise avec la répression des émotions. Et avec un profil psychologique, en tout cas au départ, on a parlé de profil psychologique et d'un trait psychologique qui s'appelle l'alexithymie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'alexithymie, c'est quoi? Le A, c'est privatif, lexie, c'est les mots, et thymie, c'est les émotions. En fait, c'est une difficulté qu'ont certains individus, on verra aussi dans certaines situations particulières, à exprimer leurs émotions. Donc, on parle aussi de répression, c'est pour ça qu'on parle de répression des émotions. Et dans ce cas de figure-là, au final, on se retrouve, parce qu'on aurait pu penser que le cortisol bas, c'était plutôt favorable, et au final, on se retrouve avec un tableau physiopathologique et un tableau clinique, quelque part, qui n'est pas très favorable, où on va voir apparaître des processus inflammatoires et de la douleur également, puisqu'on sait que là aussi, je le répète, le cortisol a plutôt des effets antalgiques, et donc on se retrouve là avec un tableau inflammation, douleur qui peut être important, et également des troubles anxio-dépressifs. On verra ensuite qu'il y a aussi le tableau engagement que je redécrirai tout à l'heure. Donc si on s'intéresse à ce tableau-là de désengagement, parce que c'est quand même un tableau qui est très particulier, et bien globalement, moi je vous recommande, en tout cas si vous avez l'occasion de lire les travaux de Philippe Davzy sur cet élément-là, publié en 2013, qui s'appelle « Souffrance au travail, répression psychique et troubles musculo-squelettiques », où il explique bien et de façon très détaillée l'ensemble de ces éléments. Juste pour continuer et aller un petit peu plus loin sur ça, au départ, on a cru que c'était un trait de personnalité, enfin uniquement un trait de personnalité. En fait, globalement, dans la population, le chiffre qui est retenu, c'est qu'on retient que 10% de la population serait caractérisée par une alexithymie. Puis on s'est posé la question s'il n'y avait pas quand même, si ça ne correspondait pas également à une manifestation secondaire. Et au final, il y a des études scandinaves qui ont montré que cette alexithymie, le pourcentage d'alexithymie qu'on évoque toujours à 10%, en fait, il est beaucoup plus variable quand on étudie des sous-groupes. Et ils ont étudié, en tout cas dans leur cas de figure, certaines caractéristiques du contexte social et particulièrement le niveau d'éducation. Ils se sont aperçus que dans les populations où le niveau d'éducation était plutôt faible, donc basique, primaire, on était à des taux d'alexithymie de 17%, alors que dans les milieux où le niveau d'éducation était plutôt fort, on avait un pourcentage d'alexithymie, en tout cas de profil de personnes alexithymiques qui était beaucoup plus faible, 3%. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous marquer un peu les esprits, parce que ces travaux et l'ensemble des travaux de la littérature scientifique montrent qu'il n'y a pas que le niveau d'éducation qui va intervenir, c'est bien plus large que ça. On a, et ça c'est avec mon collègue aussi, en ayant travaillé avec un collègue sociologue qui s'appelle Vincent Lapaglia, où lui parle de restriction et de privation sociale. Donc ça, ce sont des notions de sociologie que je maîtrise moins. Mais au final, quand on regarde la littérature, qu'explique la littérature? La littérature explique que quand vous avez été bercé, développé, et que votre environnement affectif ou psychosocial précoce a été déficitaire, vous vous retrouvez là aussi avec une situation qui favorise l'alexithymie. Et ils ont observé ça également sur le faible niveau d'éducation, que je viens de vous évoquer, le statut peu valorisant, la faiblesse des revenus, l'isolement social, le statut d'ouvrier, et moi j'ai rajouté répétitif parce qu'on le retrouve également, et le chômage. Donc au final, on s'aperçoit qu'on peut avoir des conditions d'exposition sociale qui ont été défavorables pendant l'enfance,
Dans le cadre professionnel, on retrouve ces éléments-là. Et évidemment, sur un trait de personnalité un peu particulier, on peut se retrouver dans une configuration et un profil alexithymique. Et donc, cette alexithymie, elle est marquée par quoi? Je reviens sur ce que je vous évoquais. Elle est marquée par un niveau, par une dissociation de la réponse biologique au stress, qui est très particulier, puisqu'on a CRH élevé, activation sympathique, ça ne devrait pas être le cas, et puis un niveau de cortisol bas. Et donc, on se retrouve avec un corrélat biologique de cette alexithymie, qui est ce qu'on appelle l'hypocortisolisme. Et l'hypocortisolisme, on se situe avec globalement un profil où on va avoir une hyporéactivité de l'axe corticotrope et qui est marqué par plusieurs éléments qui peuvent expliquer l'association entre justement le stress psychosocial chronique, l'alexithymie et les troubles neuromusculo-squelettiques de la façon suivante sur le plan biologique. On aurait au final une hyporéactivité de l'axe corticotrope, c'est-à-dire qu'au final, quand vous êtes stressé, vous ne répondez plus avec une augmentation classique de cortisol. On a observé une augmentation des marqueurs de l'inflammation dans ce cas de figure-là, une activation neurovégétative qui perdure, alors que normalement, elle ne devrait pas forcément perdurer très dans le temps. Et là aussi, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais au niveau neurovégétatif, le parasympathique qui va évidemment être écrasé, l'activité parasympathique a plutôt un rôle de modulation de l'inflammation. Donc là, forcément, comme c'est une réactivité hypersympathique, au final, vous perdez cette capacité-là à moduler l'inflammation. Et puis, on a des effets également de l'hypocortisolisme, donc d'un faible taux de cortisol sur une baisse au final du seuil de sensibilité. Et donc, on se retrouve avec une situation qui serait plutôt favorable à une exacerbation de la sensibilité et de l'hypersensibilité à la douleur. Et donc, quand on reprend le schéma de façon générale, et là, je remercie Vincent Lapaglia de m'avoir aidé sur ça, au final, on s'aperçoit que si on reprend un peu de l'ensemble des contextes sociaux pluriels, donc il appelle ça des contextes sociaux pluriels qui ont structuré les conditions d'existence, que ce soit lié à l'enfance, aux familles, au milieu professionnel, à tout ce qu'on vit dans sa vie tous les jours, et bien, si on est dans des contextes plutôt défavorables, on risque de se retrouver confronté à une restriction du lien de sociabilité, à des restrictions de la capacité d'agir, des formes diverses d'isolement relationnel. Si en plus, dans la mesure où là, on l'a vu au travers de la littérature, vous allez engager un profil alexithymique qui peut être favorisé par ces conditions défavorables, eh bien, on va se retrouver donc avec une espèce de limitation, d'atrophie de l'expression des émotions et un tableau, je le répète, physiologique, physiopathologique, clinique, qui va correspondre à une dissociation des réactions biologiques au stress, qui n'est pas le tableau commun, habituel que l'on connaît. Et donc, on se retrouve avec des processus inflammatoires, augmentation, exacerbation des processus de douleur. Et au final, ces gènes et obstructions risquent de générer quoi? Au final, risquent de générer un impact négatif sur les relations sociales. On l'a vu avec Jean-Paul qui ne veut plus sortir, qui ne veut plus faire d'activité. Et puis également, peut favoriser ou amplifier les caractéristiques alexithymiques. Et là encore, quand on reprend la sémantique de Jean-Paul nous dit quoi? Qu'au final, il n'en parle pas à sa famille parce qu'il ne va pas être compris. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de répression également de la subjectivité et des émotions à ce niveau-là. Voilà, et au final, globalement, la condition sociale d'opérateur, d'ouvrier soumis à ce faible contrôle, soumis à la dépendance organisationnelle, plutôt avec un niveau d'éducation faible, on l'a retrouvé au final globalement, historiquement, à partir des temps modernes, et là on voit Charlie Chaplin, au niveau du travail à la chaîne, et maintenant on a des conditions de travail, là aussi, qui sont un peu plus modernes, il y a moins d'industrie lourde, mais au final on retrouve la logistique, on retrouve les centres d'appel où on pourrait trouver tout à fait ces mêmes caractéristiques. Et donc, juste pour terminer sur les mécanismes physiopathologiques, on a en gros deux scénarios, voilà, de façon un peu caricaturale, mais on a deux scénarios. On a un scénario avec l'engagement. Qui dit engagement, on va dire qu'on aura du cortisol élevé. Le seul souci quand même également, mais ça, je n'ai pas eu le temps de vous le dire tout à l'heure, c'est que votre cortisol élevé, à un moment donné, au final, il va générer une résistance au cortisol, c'est-à-dire que les effets bénéfiques vont disparaître. On va avoir une désensibilisation des résistances. Et donc, là où vous pouvez avoir un effet modulateur sur le système immunitaire ou même sur les processus de douleur, on risque de le perdre, quoi. Voilà, c'est ce qui est indiqué par le stop, parce qu'à un moment donné, au final, on va perdre ça. Et on se retrouve là aussi avec un tableau où on aura certainement, probablement plus une verbalisation
des émotions, on aura quand même une souffrance psychique et des troubles anxio-dépressifs marqués, une inflammation et des processus de douleur qui seront peut-être moins, mais vous voyez, à chaque fois, j'ai plutôt, en fait, en gros, cette première partie, l'inflammation douleur un peu plus faible, mais on aura quand même ce type de mécanisme qui peut survenir. Et on retrouve notre tableau de désengagement, d'alexithymie, de répression des émotions, qui est vraiment un tableau relativement particulier. Et pour terminer sur ça, globalement, pour essayer de résumer et d'appuyer encore et de taper encore un peu plus sur le coup, globalement, si nous avons été exposés ou si la personne, les individus ont été exposés à des conditions psychosociales difficiles, à l'adversité, plus c'est le cas, plus vous vous retrouverez lors d'un stress, si vous subissez un stress, plus vous vous retrouverez dans le tableau avec l'alexithymie, cortisol bas et troubles somatiques. Inversement, si vos conditions d'existence, vos conditions familiales, vos conditions de développement infantile ont été plutôt favorables et vous n'avez pas été exposé à des conditions stressantes et à un stress chronique pendant ces étapes-là et pendant votre vie actuelle, à l'instant T, vous subissez un stress, globalement, on sera plutôt dans un profil avec un cortisol haut et une souffrance psychique et peut-être, entre guillemets, moins de troubles somatiques. Voilà, donc tout ça, on l'a rédigé un peu avec notre collègue Vincent Napaglia dans une petite revue que vous pouvez trouver sur le site Nomade. Donc là, pour terminer la dernière partie, je vais essayer d'être synthétique et rapide. Il nous faut évaluer les facteurs de risque psychosociaux pour pouvoir agir. Mais on a déjà, vous voyez, une fois qu'on a compris l'ensemble des mécanismes, c'est un peu plus facile probablement d'évoquer des pistes d'action. En démarche de prévention ergonomique, en fait, il y a globalement plusieurs étapes. La première étape, c'est de connaître le risque et les indicateurs santé, les plaintes, et de les croiser avec les caractéristiques de la population et les caractéristiques du travail. Ensuite, on va évaluer, analyser les situations, je vais revenir dessus tout de suite rapidement, et puis on va agir. Et ça, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, au niveau de l'évaluation, on peut procéder par des approches qualitatives de type, on va sur le terrain, on analyse l'activité, et surtout, on fait collaborer les opérateurs, les salariés, les individus. On essaie de procéder à des entretiens individuels ou collectifs, à de l'autoconfrontation, c'est-à-dire qu'on peut aussi filmer, puis on leur montre un peu ce qui se passe, et ils doivent nous parler du contexte des situations vécues. Et là, au final, quelque part, c'est déjà une piste de solution, parce que vous leur redonnez la capacité à verbaliser, à expliquer et à agir, et au final, vous leur redonnez la possibilité, quelque part, vous leur redonnez du contrôle sur la situation. Autre étape et autre façon de procéder, c'est avec ces approches qualitatives, c'est de passer aussi aux approches quantitatives et aux questionnaires. Donc là, il y a de multiples questionnaires. Je ne vais pas vous les faire dans le détail, mais je voudrais juste voir une partie d'un questionnaire qui est le Job Content Questionnaire de Karasek, puisque justement tout à l'heure, on en a parlé. Et donc, le Karasek va évaluer la charge de travail, il va évaluer le contrôle sur le travail et puis le soutien. Juste pour vous montrer le contrôle, parce que je ne peux pas vous montrer l'ensemble des résultats, on a repris là ce qu'avait évoqué globalement notre infirmier Jean-Paul. Je vais essayer de trouver, voilà, je vais faire comme ça. Donc, pour évaluer ça, on pose les questions suivantes sur la latitude décisionnelle. Mon travail me permet de prendre souvent des décisions de façon autonome. Jean-Paul nous avait répondu globalement, pas d'accord. Dans ma tâche, j'ai très peu de liberté pour décider comment je fais mon travail. Tout à fait d'accord. Vous voyez, à chaque fois, on a répondu avec lui. C'est lui, c'est l'individu, le patient, l'opérateur qui répond. J'ai la possibilité d'influencer le déroulement de mon travail. Pas du tout d'accord. Dans mon travail, j'effectue des tâches répétitives. D'accord. Mon travail demande un haut niveau de compétence. Tout à fait d'accord. Et vous voyez que dans la notion de contrôle, il y a aussi le développement des compétences. Il y a de pouvoir être créatif, vous allez voir, dans le cadre de votre activité. Dans mon travail, j'ai des activités variées. D'accord. Dans mon travail, je dois apprendre de nouvelles choses. Il nous a évoqué plutôt d'accord. Mon travail me demande d'être créatif. Il n'était pas d'accord avec cette notion. Et dans mon travail, j'ai l'occasion de développer mes compétences professionnelles, globalement. Et donc, à partir de là, vous allez scorer et puis vous allez avoir un score. Donc, je ne vais pas vous donner l'équation qui sert à évaluer là, mais dans ce cadre-là de Jean-Paul, on a eu un score de 48 et donc, au final, on en conclut à une faible attitude décisionnelle, donc un faible contrôle au final sur ce travail-là, sur son travail. Donc, j'efface maintenant les résultats, parce que sinon, vous allez les voir à l'écran et je ne sais plus où vous les voyez. Hop. Donc là, on vient de scorer
tout simplement Je retrouve ma souris, pardon. On vient de scorer le contrôle, ici, et on a scoré également, mais je ne voulais pas montrer, la demande psychologique et la charge. Et à partir de là, en fonction des résultats, quand on pose les questions, et on peut le faire évidemment sur un salarié, mais on peut le faire sur de nombreux salariés, bien vous allez pouvoir évaluer si ce contrôle est faible ou élevé. Pareil pour la demande psychologique. Et là, vous voyez qu'on arrive en fait à ce qu'on appelle un indicateur de job strain, donc la tension au travail. La tension au travail qui est caractérisée par une forte charge et une faible attitude décisionnelle. Et là, je vous rappelle qu'on a montré qu'il y avait des associations évidemment avec les troubles neuromusculosquelettiques. On peut y ajouter le soutien. Et là, en tout cas, dans le cadre de Jean-Paul, quand on l'avait évalué, c'est pareil, le soutien était plutôt faible, plutôt négatif. Et là, on ajoute à ce job strain ce qu'on appelle l'isostrain, qui est intégration du soutien. L'action maintenant, que faire? Donc, pour terminer et pour conclure, je voudrais juste vous montrer cette expérience-là et vous allez voir à quel point c'est extrêmement intéressant et important dans le cadre de l'éthiopathologie psychosociale et de comment agir sur le terrain et comment faire de la prévention dans le cadre de la prévention des risques et facteurs psychosociaux. Je voudrais vous relater, je ne sais pas si vous connaissez, l'expérience d'un psychologue américain qui s'appelle Jay Weiss, 1971. Donc, Jay Weiss, qu'a-t-il procédé? Au final, il a mis 3 rats. Vous avez ici 3 rats dans des petites boîtes qui sont attachés là par leur queue. Donc là, vous avez un petit fil bleu, puis ici, fil rouge, fil rouge. Ce fil rouge, donc ici, c'est notre contrôle témoin. Okay. Et puis ici, fil rouge, ils vont subir des décharges électriques. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit signal auditif, et à chaque signal auditif est associée une décharge électrique. Et puis très vite, on va donner le contrôle à ce rat-là. Vous voyez, on va lui donner le contrôle, c'est-à-dire dès qu'il va activer la roue, hop, ça va contrôler la décharge, et donc ça va la bloquer. Et très vite, le rat, parce que c'est très intelligent, il va comprendre ça. Donc dès qu'il va entendre le bruit, hop, il va bloquer. Alors évidemment, il va en louper certaines, mais globalement, il va pouvoir agir sur cette roue-là. Ce rat-là, de façon objective, va prendre le même nombre de décharges électriques que celui-ci. D'accord ? Mais par contre, sans comprendre si elles vont venir ou pas. Donc lui, il n'a aucun moyen d'action, si ce n'est qu'il ne sera ni plus ni moins objectivement stressé que celui-ci. Et que voit-on apparaître ? Eh bien, on voit tout simplement apparaître que celui-ci va être en bonne santé, alors que celui-ci, sa santé va se dégrader. On va voir apparaître en fait un profil de stress tel que des caractéristiques anxio-dépressives. Et dans le cas des expériences de Weiss, Weiss avait regardé également tout l'impact sur la sphère digestive et les ulcères. Et au final, ce rat-là devient extrêmement malade parce qu'au final, il ne comprend pas tout simplement pourquoi il n'est pas exposé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les expériences de Weiss révèlent quoi? Que ce n'est pas simplement les données objectives du stress qui sont importantes, mais c'est l'évaluation, la perception que va faire l'individu de sa capacité à pouvoir agir sur les facteurs de stress qui vont être contributifs de la santé. Et donc, je trouve qu'à ce titre, ces expériences de veille sont tout à fait fabuleuses parce que globalement, si vous ne comprenez pas pourquoi, même si vous ne subissez plus les facteurs de risque de stress, vous risquez quand même d'être globalement atteint. Donc au final, si je reprends une phrase d'une collègue psychologue qui s'appelle Danzer, qui était à l'université de Savoie, j'ai modifié un peu certains éléments parce que ça ne correspondait pas tout à fait à ce que je souhaitais faire passer comme message, mais globalement, ce ne sont pas tant les caractéristiques objectives de la situation qui sont importantes, mais la perception qu'un individu de sa capacité à pouvoir la modifier par son comportement. Et là, on retrouve également des éléments par rapport au positionnement d'engagement ou de désengagement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez rester en position active, que ce soit lié à votre capacité à agir sur les facteurs de stress, que ce soit lié à la capacité à penser la situation, quelque part à l'intellectualiser, à la réfléchir, votre capacité donc à analyser les événements, à en parler, bref, à exprimer votre subjectivité, bien, si vous êtes dans cette situation-là, quelque part, vous avez des éléments qui vont être extrêmement importants pour la préservation de votre santé quand vous êtes dans une situation où vous subissez pour autant des facteurs de risque de stress. Et là, on a, pour revenir sur notre comité d'infirmiers, j'ai cherché un peu ce qui pouvait se passer et quels étaient les éléments de piste d'action, parce que vous savez que les infirmiers, surtout particulièrement en France, on a un taux d'absentisme important et on a une difficulté d'attirer
Et là, on s'aperçoit bien que leur charge de travail est extrêmement importante. Et il y a un programme américain qui s'appelle le Magnet Hospital, donc qui est l'hôpital attractif. Et ce programme attractif d'hôpital, donc il y a beaucoup de publications qui ont été mises en place sur ça. Et au final, il est basé sur quelques principes importants. Les principes importants sont les suivants. C'est implication des infirmiers et infirmières dans les décisions, reconnaissance structurelle et responsabilisation, autonomie dans les pratiques et développement, connaissance des compétences. Et vous voyez qu'on retrouve en tout cas tous les éléments, donc globalement, du pouvoir d'agir, du contrôle, tous les éléments qui avaient été également évoqués par Jean-Paul pour essayer en tout cas d'attirer. Dans ce programme-là, il ne parle pas forcément du niveau de stress, des conditions psychosociales, il parle vraiment également de l'efficacité du soin et puis d'être quelque part attractif. Et ce type de programme, globalement, précise la façon suivante, en tout cas leur maître mot, c'est que pour les infirmières, la reconnaissance en fait, de l'attractivité signifie quoi? Signifie éducation, développement à travers chaque étape de leur carrière pour mener à quoi? Une meilleure autonomie au lit du patient, au chevet du patient. Voilà, donc on retrouve bien, vous voyez, ces mêmes éléments que moi j'ai pu vous évoquer au travers du contexte de Jean-Paul. Et juste là également pour faire un clin d'œil, même si je ne connais pas bien, mais globalement en France, ce type de programme n'a été mis en place à ma connaissance que dans une clinique du côté de Toulouse. Mais par contre, il a été transposé en Belgique sous la forme, je ne sais pas si vous connaissez, sous la forme de ce qu'on appelle la grille ARIC. Et la grille ARIC, c'est quoi? Ça veut dire simplement attraction, rétention, implication des infirmiers et qualité des soins. Donc, au final, c'est vraiment un enjeu majeur des structures et des établissements de santé que de retenir, que d'attirer les infirmiers. On voit bien que dans leur politique, en tout cas de développement, il semblerait qu'ils essaient de jouer sur cette capacité-là, en fait, sur l'autonomie, sur le fait de redonner du contrôle à cette population de travail. Et donc, pour finir sur un élément positif, puisqu'on a quand même vu des difficultés, des facteurs de risque professionnels, et souvent je parle de facteurs de risque, le travail, c'est évidemment un facteur de santé, puisque à partir du moment où vous allez favoriser la qualité, les relations sociales, le soutien, le collectif, où les gens vont pouvoir s'épanouir, développer leurs compétences et pouvoir agir, je le répète, ça c'est vraiment un élément extrêmement important de pouvoir contrôler, de pouvoir agir sur son travail, de pouvoir exprimer, comme le dirait Dejour, sa subjectivité au travail. Bien là, ce sera un facteur de préservation de la santé. Et c'est non seulement un facteur de préservation de la santé, mais c'est également un facteur de soins, puisque là aussi, on sait à quel point, et là, évidemment, les praticiens le savent bien mieux que moi, et les kinésithérapeutes, les physiothérapeutes, le fait de retourner au travail, c'est un indicateur de bonne santé. Et au final, là aussi, il y a des travaux de l'INRS qui montrent à quel point le retour au travail relativement rapidement est important chez les gens qui souffrent de lombalgie, si tant est évidemment que le travail soit adapté et qu'on ne se retrouve pas dans des considérations et dans des situations où la charge est trop importante, l'autonomie, le contrôle faible et un soutien défectueux. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je voudrais remercier également tous les collègues qui m'ont aidé à préparer un peu cette conférence, en tout cas sur le plan de l'iconographie, tout ça. Donc, mes étudiants Léa Delhomme et Alexis Chiara, et puis les collègues du service d'innovation pédagogique, Céline Gentil, Lison Rousseau. Je pense que j'ai dépassé beaucoup trop. Je voulais faire beaucoup plus court, mais voilà, je suis désolé. Je vous présente toutes mes excuses pour ça. Et puis, merci pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence, donc avec les collègues Fabien Buisseret et Frédéric Dieric, qui vous parleront des capteurs, tout simplement des aspects technologiques. Capteurs, ce mouvement est-il déconseillé? Une conférence qui aura lieu le 27 octobre 2021. Encore merci pour votre attention, et si vous avez des questions, je suis désolé, j'ai dû aller un petit peu vite parfois, j'ai peut-être parlé également un petit peu vite, mais je suis prêt évidemment à répondre à toutes vos questions. Alors, je vais essayer de regarder, parce qu'il y a eu pas mal de questions pendant que je discutais, je regardais en même temps, c'était difficile. Donc là, il y a par exemple une question encore plus de stress pour le personnel soignant. Pouvez-vous revenir sur la notion de CRH? Alors, le CRH, alors oui, ça c'est je vais essayer de revenir sur CRH. C'est simplement que globalement, CRH, c'est l'hormone corticotropine releasing hormone. C'est la première hormone de la séquence de l'axe corticotrope.
Hop, attendez, je vais faire plus simple. Hop. Je pense que vous voyez toujours l'écran. Rapidement sur CRH. CRH, c'est une hormone de libération qui va être sécrétée par l'hypothalamus et qui va, au final, conditionner, c'est ce que vous avez ici. Voilà, vous avez CRH ici, et CRH va ensuite mobiliser l'ensemble de l'axe corticotrope avec l'hypophyse et l'ACTH. La particularité de CRH par rapport au cortisol, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant quand ça fonctionne bien, parce qu'au final, vous avez un équilibre, CRH est pro-inflammatoire et CRH a des effets anxiogènes. Donc, quand vous créez un déséquilibre entre le CRH et le cortisol, ben, vous pouvez provoquer justement une difficulté, en tout cas accroître un effet pro-inflammatoire, surtout si en plus à un moment donné vous avez des effets qui sont liés à une résistance au cortisol. Et je vous remercie à toutes et à tous pour avoir donné l'opportunité de vous présenter ce résultat et puis j'espère à bientôt.